On entend beaucoup parler ces derniers temps de fake med, de science, de patience et accessoirement d'effet placebo. Et justement, l'effet placebo mérite qu'on s'y attarde un peu plus. C'est pourquoi j'ai fait cette série documentaire pour tenter de faire le tour de la question. Dans ce premier épisode, nous allons plonger à la fin du XVIIIe siècle à la rencontre d'une des toutes premières commissions anti-fake med de l'histoire. Parmi les principaux protagonistes, on retrouve Franz Anton Mesmer, le fameux Benjamin Franklin, le roi, une pianiste, un chimiste bien connu et également un médecin magnétiseur. Tout commence aux alentours de 600 avant Jésus-Christ avec la découverte de la magnétite. Cette pierre fascine. Son action sur des corps métalliques à distance, de manière invisible, fait penser qu'elle pourrait peut-être avoir des propriétés thérapeutiques. Hippocrate lui-même s'intéresse aux potentielles vertus thérapeutiques de cette pierre, tout comme Galien après lui et Avicenne. Mais il faut attendre l'an 1500 et le sulfureux Paracelse pour retrouver une analogie entre ses propriétés magnétiques et une potentielle influence des astres sur les organismes vivants. En 1774, Maximilian Hell, un astronome qui deviendra célèbre et dont le nom ne s'invente pas, s'intéresse lui aussi aux potentielles propriétés thérapeutiques des aimants. C'est lui qui conseille à Mesmer d'utiliser les aimants sur une patiente présentant des troubles d'ordre psychologique et qu'il n'arrive pas à résoudre. Nous sommes donc à Vienne, où Mesmer a traité avec succès, grâce à des aimants, une patiente atteinte de troubles psychologiques. Et là, première embrouille. Mesmer veut s'attribuer les mérites du traitement alors que l'idée initiale vient de Hell. Elle, furieux, réplique que l'idée des aimants vient bien de lui. Pour clore le débat, Mesmer démontre que les aimants n'ont rien à voir là-dedans puisqu'il peut obtenir les mêmes résultats avec du papier, du pain, du verre, du bois et même un chien pour peu qu'ils aient été au préalable magnétisés. Et c'est là où, de mon point de vue, Mesmer loupe le coche. Il aurait pu être le premier à mettre en évidence les effets non spécifiques d'un traitement, qu'on appellera plus tard l'effet placebo. Mais comme on a déjà pu s'en apercevoir lors de la bisbille avec Hell, Mesmer est un mégalo qui préfère s'attribuer à lui seul le succès du traitement. L'idée de Mesmer repose sur une analogie. De la même manière qu'un aimant est entouré d'un champ magnétique, chaque organisme vivant est entouré, lui, d'un espèce de magnétisme qu'il baptise magnétisme animal. L'idée n'est pas neuve, et ce n'est pas la première fois que Mesmer sera soupçonné de plagiat. Dans cet ouvrage, qui retrace un peu tous les usages de l'aimant en médecine, on fait déjà état, bien avant Mesmer, de l'idée du magnétisme animal. Et dans le rapport de la commission anti-fake med qu'on étudiera en détail tout à l'heure, il est écrit ceci. L'idée n'est pas nouvelle, les effets du magnétisme animal proposés dans le siècle dernier étaient à peu près semblables à ceux qu'on renouvelle dans celui-ci. Le magnétisme est donc une vieille erreur. L'homme saisit, quitte, reprend l'erreur qui le flatte. Et c'est ainsi que Mesmer publiera quelques années plus tard, une fois installé à Paris, ce mémoire sur la découverte du magnétisme animal. Mais pour comprendre comment il s'est retrouvé à Paris, il faut d'abord étudier un autre événement important de sa vie. Alors qu'il jouit d'une certaine réputation à Vienne grâce à cette méthode de travail un peu particulière, Mesmer fait la connaissance de Maria Theresa von Paradis. Von Paradis est une pianiste, chanteuse, compositrice assez renommée, atteinte de cécité. Ce handicap lui vaut d'être soutenue par l'archiduchesse elle-même, qui lui verse régulièrement une bourse. Vous l'aurez probablement vu venir, Mesmer se donne comme défi de guérir sa cécité. Alors là, les récits divergent. Certains prétendent qu'il n'a jamais réussi, d'autres prétendent qu'effectivement, il y a eu une amélioration pendant un moment. Sauf que ça a mis en fureur les parents de Von Paradis qui étaient tout contents que leur fille reçoive régulièrement une bourse grâce à sa cécité. La bourse ou la vue, le papa a fait son choix et ordonne à Mesmer de rétablir les choses comme auparavant. Cette énième confusion commence à irriter la cour et Mesmer, mégalo mais pas idiot, comprend qu'il doit partir. Il se résout à quitter l'Autriche et s'installer en France où il ouvre un cabinet dans les environs de la place Vendôme. Mais comment se déroule au juste une séance de magnétisme ? Les commissaires décriront 3 phases. Tout d'abord, il n'y a pas de diagnostic puisqu'il s'agit d'une panacée qui guérit toutes les maladies. Le praticien, dans la première phase, magnétise le patient ou la patiente. Le patient, par la suite, est pris de crises assez spectaculaires qui sont soi-disant libératrices. Et ensuite, le patient est guéri et va beaucoup mieux. Mesmer ne ménagera pas ses efforts pour faire reconnaître sa méthode et cherchera même la caution de l'Académie des sciences et de la Société royale de médecine en vain. Sa méthode rencontre néanmoins un grand succès et devient de plus en plus populaire, ce qui lui rapporte un bon paquet d'argent. Ça fera dire à Benjamin Franklin que tous les médecins réunis n'auront jamais gagné autant d'argent que lui à lui seul durant cette période. Et comme toute thérapeutique qui a du succès finit inévitablement par faire école, Mesmer enseigne à plusieurs personnes sa méthode, notamment à Charles Deslon, qui rédige les observations sur le magnétisme animal et qu'on retrouvera dans les travaux de la commission. Parlons de cette commission justement. Devant le succès croissant de ces viennoiseries, la Cour s'interroge et charge un ministre de constituer une commission. Cette commission est composée de médecins qui, à leur demande, seront assistés par des membres de l'Académie des sciences et un astronome. On retrouve parmi cette commission quelques membres illustres comme Guillotin, dont le nom restera associé à la guillotine bien qu'il ne l'ait pas inventé, Benjamin Franklin connu pour avoir dompté la foudre,
et Lavoisier pour ses travaux en chimie. Cette commission rédigera un rapport qui restera célèbre et qui est disponible en ligne sur le site de la BNF et dont Stephen Jay Gould dira qu'il est un document clé dans l'histoire de la raison humaine, qu'il devrait être traduit dans toutes les langues et diffusé pour démasquer les charlatans et la pensée rationnelle. La lecture de ce rapport est tout à fait recommandée. Il fait 70 pages, ça va assez vite et c'est assez patent de voir comment en 1784, il contient déjà des éléments qui sont encore aujourd'hui totalement d'actualité. On y retrouve notamment le concept d'histoire naturelle des maladies. Je cite: « La nature seule et sans aucun traitement guérit un grand nombre de maladies. Si elle, la nature, a cette puissance de résister aux remèdes, à plus forte raison a-t-elle le pouvoir d'opérer sans eux. » On y retrouve également l'importance de tester une intervention contre un groupe contrôle, que ce soit en lui donnant une substance inerte ou un traitement fictif. On voit ici, si je cite, « Les commissaires ont fait une infinité d'expériences sur différents sujets qu'ils ont eux-mêmes magnétisés ou à qui ils ont fait croire qu'ils étaient magnétisés. » Enfin, et c'est là le plus étonnant, c'est qu'on voit décrit, une trentaine d'années avant qu'il n'apparaisse pour la première fois dans les manuels médicaux, le principe de réponse placebo. On voit ici que les commissaires ont voulu connaître l'effet du travail de l'imagination, c'est comme ça qu'ils le décrivent pour l'instant, et on voit là en toutes lettres qu'on croit satisfaire davantage en disant qu'on éprouve des effets. Ça, c'est la définition même du placebo, je plais, je satisfais. Pour résumer, on a un mégalomane qui invente une nouvelle panacée, il ne l'a pas vraiment inventée. On voit que c'est constitué une commission composée pratiquement des all-stars de l'époque. Cette commission rédige un rapport qui est encore aujourd'hui un exemple de rigueur en la matière et qui servira à débunker la méthode mise au point par Mesmer. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on retrouve dans ce rapport exemplaire une première description de ce qui deviendra plus tard l'effet placebo. Je vous retrouverai dans les prochains épisodes pour voir en détail ce qui se cache sous cet effet placebo, notamment ce qui se passe quand on fait un open placebo, c'est-à-dire qu'on donne un placebo à quelqu'un en lui disant que c'est un placebo, sur ce qui se passe lorsqu'on fait un traitement caché, c'est-à-dire qu'on administre un traitement à quelqu'un sans lui dire, et ainsi de suite. On va faire le tour de toute la question, ou du moins de l'état des connaissances actuelles concernant l'effet placebo. À bientôt.